Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et on s'attaque au Kazakhstan avec l'équipe Astana, qui a une saison 2022, on verra, pas si incroyable que ça. Bon, on reviendra là-dessus. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 5 coureurs, vos 5-6 coureurs. Vous allez suivre cette saison dans cet effectif du côté d'Astana. Puis n'hésitez pas à me parler des résultats de cette équipe et de cette formation en particulier. On commence tout de suite avec Astana, la saison 2022 d'Astana. Ça a été quand même compliqué, hein. 21e au classement UCI sur l'année 2022. Dernière équipe World Tour avec 3929 points, c'est-à-dire quasiment 700 points de moins, plus de 700 points de moins par rapport à DSM, qui est l'équipe qui est juste au-dessus. C'est largement moins que Total Energy, c'est moins que la Lotto. Enfin voilà, ça a été une saison très compliquée. Et heureusement qu'il y a eu les grands tours pour Astana, car c'est grâce aux grands tours vraiment que cette équipe s'est sauvée, avec des résultats notamment 4e du Tour d'Italie, 4e de la Vuelta avec Miguel André Lopez, ce qui t'apporte déjà 440 points, 8e du Tour de France, ça t'apporte 220 points supplémentaires avec Lutsenko, Battistella qui fait 7 du Tour de Pologne, mais sinon le reste des résultats a quand même été extrêmement décevant. Ça a été très compliqué pour l'effectif d'Astana. Ce qui est en plus pas vraiment rassurant, c'est que l'année prochaine on perd des très grands noms qui ont apporté quand même pas mal de points à cet effectif. C'est insuffisant et en même temps c'est compréhensible également parce que des problèmes de salaire pendant une grande partie, donc d'un point de vue économique sur une équipe qui est quand même en difficulté, Astana, pour des raisons géopolitiques également, et c'est un effectif qui est assez faible. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas non plus forcément à des grosses merveilles de la part d'Astana en 2022. Je pense quand j'ai fait la présentation, il n'y a pas grand monde en fait au départ dans cet effectif. Et c'est encore pire en 2023. Il y a beaucoup de coureurs qui ne sont pas d'un niveau World Tour, notamment les coureurs kazakhs qui ne sont pas d'un niveau d'équipe World Tour, qui seraient déjà équipier en Continental Pro, ça serait, enfin en Pro Series, ça serait déjà pas si évident que dans certaines formations. Je pense que Vinokourov en a conscience. Je pense que Vinokourov essaye de trouver d'autres sponsors. Il pensait avoir fait la bonne opération avec Première Tech, sauf que Première Tech s'est barré vers Israël, qu'il essaye d'amener du budget en plus, parce qu'il sait que simplement avec Astana et avec, je rappelle qu'Astana est un consortium d'entreprises kazakhs soutenu par le gouvernement kazakh, ça ne suffit pas aujourd'hui et que le budget d'Astana n'est plus assez gros pour lutter aux avant-postes. En fait, Astana est presque pris à son propre jeu parce que quand Astana est arrivé en 2006, donc je rappelle comment est arrivée l'équipe Astana. 2006, Tour de France à Puerto. À l'époque, l'équipe Astana est en fait basée sur les cendres de Liberty Seguros. Liberty Seguros, c'était en fait les cendres de la Monse, c'est l'équipe de Manolo Sets à l'époque. Vinokourov est dans cette équipe avec Kashechkin. Ce sont les deux coureurs majeurs du Kazakhstan à l'époque. Ils ne peuvent pas faire le Tour de France parce que l'équipe, ils sont je crois 3 à pas être impliqués dans les affaires de dopage, dans l'affaire Puerto, parce que Kashechkin comme Vinokourov ont ensuite été pris par la patrouille, je crois me rappeler. Vinokourov oui, et Kashechkin je suis quasiment sûr qu'il a eu une suspension, je crois quand il était à l'époque à la Lamprey. Et donc ils ne peuvent pas courir. Et Vinokourov monte ce projet à Astana. Je crois qu'il y avait déjà l'idée de faire ça. Et ils reprennent le co-sponsor de Liberty Seguros, qui était l'entreprise de Wurtz, qui est un assureur, je crois.
Et ils appellent ça Astana Wurz. Ils participent à la Vuelta, ils gagnent la Vuelta, Vinokourov. Et ensuite, dès l'année d'après, ils décident de mettre en place ça. Mais quand ils arrivent, ils ont un budget qui est énorme. Ce qui leur a permis d'avoir Johan Brunel, ce qui leur a permis d'avoir Armstrong, ce qui leur a permis d'avoir Contador. Leipheimer également, je crois, est passé par Astana. Ils avaient un budget phénoménal par rapport aux autres équipes. Sauf qu'en 2022, le budget qui était si phénoménal que ça en 2007 est devenu beaucoup moins fort en 2022. Quand tu vois ce qu'est capable de proposer UAE, Ineos, Bahreïn, en termes de budget, eux à côté, ce sont des petits rigolos quoi, maintenant. Et ils n'ont pas réussi à évoluer. Et je pense que c'est le gros problème d'Astana, c'est qu'ils n'ont pas réussi à évoluer, ce qu'a fait notamment Groupama FDJ, hein, c'est que Marc Madiot s'est allié à une autre grosse entreprise française. C'est le problème d'Astana aujourd'hui, c'est d'être tout seul en termes de sponsors. Ils n'ont pas les armes aujourd'hui pour avoir des budgets faramineux, et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'offrir les meilleurs coureurs, et qu'au bout d'un moment, ça se voit. Et là, l'effectif d'Astana, ce n'est pas un effectif de World Tour qu'on a sous les yeux, c'est un effectif d'équipe de deuxième division. Ça risque d'être compliqué pour eux, pour rester en World Tour. C'est peut-être l'équipe qui est la plus en danger avec DSM pour rester en World Tour, face à Israël, face aux formations genre Tudor, ou Total Energy même, qui ont peut-être envie de monter en World Tour. On passe aux victoires de la saison 2022. Vous allez voir, elles ne sont pas nombreuses, elles sont au nombre de 5, à quelles on rajoute 3 championnats nationaux. Les 3 championnats nationaux, c'est le titre du contre-la-montre du championnat d'Asie, le titre U23 sur la course en ligne du championnat d'Asie, et puis le titre U23 des championnats du monde. On rajoute à ça 5 victoires vraiment avec le maillot d'équipe de marque. C'était la Classica Rhein Paraisor Interior, la première édition remportée par Lutsenko. Le Tour des Alpes pour Miguel André Lopez avec l'étape numéro 4. Le championnat du Kazakhstan pour Natarov sur le contre-la-montre, pour Guidish sur la course en ligne. Et puis la dernière étape, la première étape du Tour de Langawi avec Gleb Zvritsa. Sinon, il n'y a pas grand-chose, quoi, hein. Ce qui fait qu'en termes de victoires, ils sont à 5 victoires, hein, officiellement, ce qui est la moitié moins, même quasiment 2 tiers, hein, de moins qu'en 2020 et qu'en 2021. Et par rapport à la saison 2019, 37 victoires, par rapport à 2018, 30 victoires. L'équipe n'avait jamais gagné aussi peu sur une saison. Voilà. Et surtout, pas de victoire sur les grands tours. Sur les 2 dernières années, pas de victoire d'étape. Donc ça, c'est un gros problème pour l'effectif. Voilà, qui n'avait jamais aussi peu gagné de sa carrière. On passe au transfert. C'est pas rassurant du côté des transferts. Départ à la retraite de Nibali. Miguel André Lopez, on ne sait pas où il va aller, mais ça semble inquiétant pour lui. Valerio Conti qui va chez Coratec. Sébastien Henao, là encore, des petits soucis, des soucis physiques, hein, pour Henao, donc on pense qu'il va... normalement, il est à la retraite pour le moment. Retiré du cyclisme. Stéphane Debode, lui, rejoint EF Education Easy Post. Et Michele Gazzoli, pas de nouvelle destination pour le coureur italien. Du côté des arrivées, nous avons Luis Sanchez, c'est plutôt un retour même après une année d'intermède chez Bahreïn. Martin Lass, le sprinter de la Bora, l'ancien sprinter de la Bora désormais. Igor Shizman, qui était dans l'équipe Almaty Cycling Team. Gleb j'arrive vraiment pas à le dire. Shritsa, qui arrive également, et puis Garofoli, Gianmarco Garofoli, qui était dans l'équipe de développement d'Astana jusqu'à maintenant pour le coureur italien. Donc on voit un effectif qui pour 2023 n'est pas incroyable, avec 29 coureurs. Le plus jeune, c'est Garofoli qui a 20 ans, le plus âgé, c'est Luis Sanchez avec 39 ans, qui va même être l'un des doyens du peloton professionnel cette année. Et un effectif qui fait pas vraiment rêver, hein. Rien que pour... j'essaye dans chaque équipe de trouver 6 coureurs à suivre.
Chez Astana, j'ai eu un petit peu du mal. J'ai dû réfléchir un petit peu parce que on n'est pas sur du premier choix et qu'en plus, dans tes transferts, tu perds Nibali qui t'a apporté des très bons résultats cette année, enfin en 2022. Et là, ça va être compliqué pour 2023. Il va falloir que certains coureurs réagissent. On peut penser à Moscone. On peut penser notamment à Lutsenko qui a été un petit peu moins bon à cause de soucis physiques. Il va falloir surtout que ça se goupille bien et être dans l'idée qu'il va falloir marquer des points pour cette formation parce que sinon ça sera très compliqué. Je rappelle que l'objectif à peu près, je pense, ça va être de 7000 points par an. C'est-à-dire que l'objectif, on sera entre 21 000 et 22 000 points pour se sauver en World Tour pour la prochaine échéance. Astana, là l'effectif qu'ils ont cette année, c'est pas un effectif qui est capable d'aller chercher 7000. Déjà, s'ils arrivent à en récupérer 5, ça sera déjà pas mal. Donc c'est quand même très très inquiétant. On va regarder les coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, j'ai mis Samuele Battistella, champion du monde du 23, c'était en 2019. Déjà, ça remonte un petit peu. 2 fois deuxième d'étape de la Vuelta cette année. C'est un coureur qui est très intéressant, Battistella. Monte en puissance. Pas toujours facile de passer des espoirs à la catégorie élite, surtout que lui il est tombé dans une période pas évidente, notamment avec la Covid, qu'il a commencé sa carrière pas dans la meilleure équipe, c'était chez Dimension Data, puis chez NTT, donc des équipes qui ont été en grande difficulté financière. Depuis 2 ans, désormais chez Asnas, la 3e saison dans l'équipe. Puncher, puncher grimpeur, plutôt le profil de Battistella. Plutôt coureur sur les courses d'un jour. Il a eu 2 deuxièmes places sur la Vuelta, mais je pense que sur les courses d'un jour, il a des belles capacités. Le problème, c'est que pour l'entourer, il n'y a pas grand monde. Donc c'est un peu ça le souci pour Battistella, qui a dans son programme de prévu le Tour de France, normalement, où il découvrira le Tour de France, vu qu'il a déjà un Giro et une Vuelta pour le moment à son actif. Mais c'est un coureur qui, je pense, a des qualités, surtout sur les courses d'un jour. Il peut faire des belles choses. Il a fait 7e également du Tour de Pologne, mais je pense qu'au niveau de performance sur les courses d'un jour, il peut être intéressant. 3e également du Tour de Hongrie cette année, 7e du Tour de la Provence. Mais moi, il m'a le plus impressionné, c'est plutôt dans ce profil course d'un jour. Je me souviens notamment ces 2 deuxièmes places sur la Vuelta où je m'étais dit, lui il a un profil qui est quand même intéressant. Yevgeny Fedorov, lui, c'est le champion du monde U23 en titre. Pourquoi coureur à suivre? Parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il s'impose. C'était un petit peu une surprise, surtout qu'il y avait du monde sur la course U23. Je me souviens notamment qu'il y avait Olaf Koy, il y avait une belle startlist. Et il a réussi à surprendre un petit peu tout son monde sur cette épreuve. Champion à 22 ans, U23, donc c'est pas non plus un talent précoce. C'est pour ça que j'attends de le suivre, parce que je ne sais pas si aujourd'hui c'est un coureur qui a un véritable talent jusqu'à maintenant. Il a quand même fait 2e du petit Tour de Lombardie aussi dans ses résultats. Mais sur la Vuelta, sa meilleure place est une 16e place lors de la dernière étape à Madrid. Il a souvent eu un rôle d'équipier. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de ces compétitions. Mais bon, on va voir s'il y a un véritable talent chez Fedorov ou s'il va faire partie de cette catégorie des champions du monde espoir junior qui n'arriveront pas à percer dans la catégorie élite parce qu'il y a des fois un monde d'écart entre ces 2 catégories. On passe à Lutsenko. On espère une saison sans problème pour 2022. Sa fracture de la clavicule l'a vraiment mis en grande difficulté. On a toujours eu l'impression qu'il courait après le temps, toujours un petit peu à contre-temps. Alors il s'en sort sur le Tour de France avec une 8e place, mais quand même avec pas au contact des meilleurs. Et c'est un coureur qui sur le reste de la saison a quand même été discret. À part sur le Tour de Suisse, on l'a vu de nombreuses fois à l'attaque, il a quand même été, je trouve, un peu trop discret.
parce qu'il avait fait un bon début de saison, notamment la victoire sur la Classique à Rennes, Paris-Or intérieur. Sur le Tour d'Andalousie, c'était pas mal. Et puis, il y a eu cette fracture de la clavicule, ce qui fait qu'il n'a pas couru entre fin février et début mai. Donc, ça a été un vrai problème, un vrai temps de retard pour lui. Et ensuite, toujours à la recherche du temps perdu. Et ça a été très très compliqué pour ce coureur. Quand on connaît les qualités quand même de Lutsenko, lui aussi champion du monde espoir. Lutsenko, c'était face à Marianne Coca. Eh ben, on se dit qu'il y a peut-être des capacités à faire mieux, mais pour ça, il ne faudra pas avoir de problèmes techniques en problèmes physiques, surtout en début de saison. Et donc on espère ça du côté de Lutsenko parce que j'aimerais bien. Je pense qu'il a les capacités de faire un top 5 sur un grand tour. Si ça se goupille bien, je pense qu'il a les capacités pour faire un top 5. Je continue avec Gianni Moscon. Beaucoup de gens m'ont dit tu ne l'as pas mis dans tes déceptions de la saison. Et c'est vrai que quand ils me l'ont dit, je me suis dit ah, c'est vrai qu'il y a Gianni Moscon. Voilà. Ça a été l'homme invisible. Et pourtant, il y a eu Kelderman. Hein. Mais j'ai pensé à Kelderman, j'ai même pas pensé à Moscon. Bon, pour plusieurs raisons. Hein. Pourquoi j'ai pas pensé à Moscon, c'est que c'est déjà un coureur qui, de base, est très irrégulier. Mais aussi parce qu'il a été tellement mauvais qu'on ne l'a pas vu. Il a eu un nombre d'abandons incalculable l'année dernière. Hein. Il a enchaîné les abandons, notamment sur toutes les classiques flandriennes. Il n'a même pas fait Paris-Roubaix. Abandon sur l'Estradé, abandon sur Trofeo d'Aguela. Et puis il a été vraiment hors de forme pendant les 95% de la saison. Il n'y a qu'au mois d'octobre où il a des résultats. Il fait 12e de Coppa Bernocchi, qui est, je crois, et qui est 16e de Grande Piemonte. Et puis sur le Tour de Langawi, où il prend une 7e place à Koulim, 5e place à Koua, lors de l'étape 7. Mais le reste, ça a été. Enfin, il n'y a pas grand chose à se mettre sous le dent au niveau des résultats de Moscon, vraiment hors de forme. Et pourtant, c'était un coureur que j'attendais beaucoup parce que c'était un transfert que j'attendais beaucoup, notamment chez Ineos où il avait été très bon juste avant son départ. Notamment sur Paris-Roubaix, et je me disais, bon, il avait quand même des qualités, et souvent chez Ineos, il était obligé d'avoir un rôle d'équipier parce qu'il y avait d'autres mecs qui lui barraient la route. Je pense à Kwiatkowski, notamment sur les étapes de puncher, et qu'il avait très peu de fois le rôle de leader. Je me suis dit, peut-être que dans cette formation Astana, il n'y a personne dans ce domaine-là, donc il aura un rôle de leader et qui pourra peut-être réussir à faire des grandes choses. En ayant peut-être en plus moins de pression sur les épaules qu'il pouvait peut-être en avoir chez Sky. Et non, il a été complètement inexistant sur l'année 2022. Harold Terrada, coureur qui était assez prometteur quand il est arrivé chez Astana. Et depuis qu'il est chez Astana, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Terrada. Alors, il a souvent eu un rôle d'équipier aussi, mais souvent quand il attaque, j'ai l'impression qu'il attaque jamais au bon moment. C'est parti de ces coureurs. J'ai l'impression qu'il attaque toujours à contre-temps. Et ce qui fait que foncièrement, si tu n'attaques pas dans le bon timing, tu peux pas gagner au bout d'un moment. Enfin, voilà, c'est quasiment impossible d'aller chercher la gagne. Et c'est un peu le gros problème qu'a Harold Terrada, je trouve. C'est d'attaquer tout le temps avec un temps de retard ou un mauvais timing. Il a des qualités de puncher, ce mec-là. Hein. Il a des très belles qualités il a des qualités de puncher, mais je trouve qu'on les voit assez peu. Et ensuite, de toute manière, il va falloir se montrer parce qu'il est dans sa dernière année de contrat avec Astana. Pour le moment, si j'étais à la direction d'Astana, je le garderais pas. Et puis, Lucian Sanchez, parce que déjà, l'un des plus anciens coureurs du peloton, première saison en 2003, septembre 2003 à la Once, à l'époque, il était stagiaire. Donc ça fait 20e saison en cyclisme, c'est assez dingue. 20 ans et 20 saisons complètes. Attaquer sa 20e saison, c'est déjà une sacrée performance et il a encore des capacités de prendre des belles échappées et de faire du bon boulot.
à l'avant des courses, parce que l'année 2022 est plutôt intéressante de la part de Luis Sanchez, avec un rôle d'équipier, mais aussi pas mal d'échappées prises par le coureur espagnol. Je pense notamment à sa troisième place à Megève sur le Tour de France. On l'a vu pas mal à l'attaque, parce que chez Bahreïn, il n'y avait pas grand monde. C'est un coureur qui a encore des qualités, 7ème du Tour de la Communauté de Valence, qui est encore capable d'être performant sur les courses d'une semaine aussi. Donc c'est un bon recrutement, un bon retour chez Astana. Voilà, je pense que il n'y avait pas grand monde sur le marché, je pense, qui était à ce prix-là, et c'est plutôt intéressant. Lui devrait reprendre dès le 17 janvier pour le Tour Down Under, qu'on suivra hein, sur la chaîne, le Down Under, je précise. Ça sera du 17 au... j'ai pas les dates. Ah, preview, hop là. Ça sera du 17 au 22 janvier, le Tour de Lander, course de début de saison. Entre la course par étape et le critérium un petit peu. Le Tour de Lander avec des étapes qui sont toujours très courtes et assez nerveuses dans ce programme. Et puis ça fait depuis 2 ans qu'on n'a pas eu à voir cette course. Voilà, qui se retrouvait annulée à chaque fois. Et puis avec un prologue qui va être assez marrant autour d'Adélaïde avec des vélos de route pour éviter d'avoir à transporter les vélos de contre-la-montre. Voilà, ils ont décidé de les faire avec les vélos de route, ça va être assez drôle. Donc Luis Sanchez, voilà, c'était le dernier coureur à suivre du côté de cet effectif. Le maillot, pas de changement, hein, toujours ce bleu turquoise qui, ça marche bien. Ça serait bizarre de les voir avec une autre couleur que ça. Ça fait depuis la création de l'équipe où ils ont un bleu un peu turquoise. On est habitué à cette couleur-là. Donc ça serait dommageable de les voir avec une autre couleur. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, on sait que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!